Bonjour et bienvenue sur Mobility TV. Aujourd'hui, nous allons parler de Tesla. Évidemment, ça fait beaucoup l'actualité, alors souvent en bien, de plus en plus souvent en mal, alors notamment parce qu'il y a des chiffres qui montrent que les ventes sont en baisse. On va aller un petit peu au-delà des polémiques, des prises de position politiques d'Elon Musk. On va parler du fond et on va le faire avec vous, Romain Stutzmann. Merci beaucoup d'être avec nous, président de France Autotech. On est ravis de vous recevoir sur ce plateau pour justement, voilà, il n'y a pas de vrai du faux, mais en tout cas se poser un petit peu sur ces sujets de fond qui sont intéressants au-delà des gros titres. Si on part notamment, Romain, des chiffres de vente, bon là effectivement, que ce soit en France, en Europe, la baisse est spectaculaire. Est-ce que malgré tout, on peut se dire qu'elle était quasiment attendue? On est sur un phénomène de constructeur qui renouvelle sa gamme, qui a des modèles vieillissants. Est-ce qu'au final, Tesla devient un constructeur comme un autre? Oui, tout à fait. Je pense qu'en tout cas, eux s'y attendaient. Je pense qu'effectivement, la chute, elle est assez importante parce que le modèle Y est un modèle phare, parce que c'est des ventes importantes, parce que le modèle 3, par exemple, en tout cas en France, n'est pas éligible au bonus. Donc le modèle Y représente une bonne partie des ventes et que l'usine de Berlin a été pendant 2 mois arrêtée le temps que le modèle Y soit renouvelé. Donc là, il y a une grosse attente sur le prochain. Enfin, voilà, c'est temporel et voilà. Et sur le mois de mars, sur la fin mars, on voit déjà là. Les immatriculations ont augmenté donc, fortement. Donc les immatriculations, là, d'ici juin, je pense que tout ce qui a été dit au premier trimestre, je vous invite effectivement à regarder les chiffres d'immatriculation sur le second trimestre et on verra effectivement si les commentaires seront les mêmes. Parce qu'effectivement, ça va très vite. Il y a des valorisations boursières qui explosent vers le haut et qui parfois redescendent très vite, ça a été le cas. Mais un élément dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est que le modèle Y a été le modèle le plus vendu, toutes motorisations confondues, en 2023 et en 2024. Donc ça, en fait, très peu de journalistes l'ont mis en avant et c'est 1,09 million d'immatriculations dans le monde. Donc effectivement, quand ce modèle-là est en cours de renouvellement, forcément, ça crée des fluctuations. C'est un effet assez logique, comme je disais, Tesla devient un constructeur comme un autre, en tout cas sur ce plan-là. Bien sûr. Et il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Juste pour, même si c'est très compliqué à quantifier, globalement personne ne le fait jusque-là, l'image clivante d'un patron, parce que c'est ce qui est en train de devenir pour Musk, qui pouvait être un avantage pour Tesla, ce côté un peu génie fou, mais sympa, mais on l'aime bien, etc. Bon, bah là, il y a un peu moins le on l'aime bien, en tout cas pour une certaine partie de la population. Est-ce que ça peut jouer forcément à long terme parce que ça peut abîmer l'image d'une marque, ou est-ce que pour vous, là aussi, ça peut être passager et puis peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça va un petit peu s'apaiser? Voilà, comment vous voyez ça? Ou est-ce que vous avez aussi une inquiétude, vous qui connaissez bien cette marque et qui en voyez aussi les avantages? Est-ce que vous dites, bon là, effectivement, peut-être qu'il ne faut pas aller trop loin non plus pour abîmer la marque, parce que le produit n'a rien à voir avec la prise de position d'un patron? Le produit n'a effectivement rien à voir et le produit est si fort qu'effectivement il peut compenser certaines choses, mais il ne peut pas non plus tout compenser. Donc moi je pense que même un boulanger en tant que commerçant dans sa ville n'a pas intérêt à prendre parti dans une campagne électorale pour tel ou tel maire parce qu'il ne sait pas quel va être le résultat. Et je pense que là Elon Musk a fait une erreur effectivement en prenant parti pour un parti politique, quel qu'il soit finalement. Le sujet n'est pas de savoir. C'est ça, c'est que c'est trop clivant finalement. Donc quand on est commerçant et qu'on vend des voitures dans le monde entier et qu'on a un pays comme les États-Unis qui est aussi exposé, une campagne aussi exposée et aussi puissant, on ne peut pas effectivement, selon moi, prendre parti et ça a forcément des conséquences. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne le comprend pas parce que plus il y a de problèmes et plus, là, il a demandé il y a 2 semaines au président d'être dans un véhicule Tesla et de prouver qu'il va en plus en acheter lui-même. Et donc, il continue à accélérer là où effectivement ça génère des problèmes. Ça peut être contre-productif et pour certains. Voilà, le produit reste malgré tout très fort. Je pense que mon ressenti, c'est qu'il y a effectivement un fort attachement au produit et que, en tout cas dans les pays moins exposés, ça compense. Mais on a quand même un frémissement et on a quand même en France une partie des clients qui expriment une gêne, qui ressentent une gêne et on ne peut pas se permettre effectivement d'avoir aujourd'hui de rouler qu'un véhicule, qui est une forme de représentation sociale sur lequel il y a une gêne. Donc, ça peut aussi être un sujet, clairement. C'est un sujet plus ou moins important, mais en tout cas, mon avis, c'est qu'en tant que commerçant, on ne peut pas se permettre d'avoir une position politique, c'est pas possible. On peut éventuellement exprimer des avis mesurés
il aurait peut-être pu se contenter de financer, mais là, être à côté de Donald Trump au pupitre, là, c'est quand même… ça a des conséquences. Voilà, c'est ça. Effectivement. Et sur le côté produit, justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi les explications, on peut aussi entendre des spécialistes expliquer que c'est aussi un effet… donc on parlait de vieillissement de la gamme, et puis même aussi ce côté temps d'avance qu'avait Tesla. Peut-être que c'est un peu moins le cas vis-à-vis de la concurrence, que ce soit des Européens qui progressent, des Chinois qui arrivent aussi. Est-ce que ça, voilà, sur ce point de vue-là, vous vous dites, bon, évidemment, ils ne sont pas devenus obsolètes en 6 mois, mais en tout cas, est-ce que ce temps d'avance, c'est un peu moins le cas, et ça peut jouer aussi, ou en tout cas, et puis aussi, on a aussi une offre qui s'enrichit. Donc forcément, la concurrence sur l'électrique s'intensifie. Là, comment vous le voyez? Est-ce que vous dites que le prochain modèle Y va montrer que tout va bien et qu'il garde ce temps d'avance? Ou est-ce que, effectivement, on est sur un marché qui s'ouvre et qui forcément fait que le leader va perdre des parts de marché? Oui, c'est difficile de savoir exactement qui est en avance ou pas parce qu'on est sur des cycles longs. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que les Chinois travaillent très fort, qu'ils ont des très bons ingénieurs, qu'ils ont beaucoup de moyens financiers et que, en tout cas sur l'IA et sur la capacité du véhicule autonome, et si on regarde des vidéos de véhicules autonomes chinois, on sent qu'il y a effectivement une maîtrise qui est aujourd'hui un peu supérieure à celle de Tesla. Mais il y a un décalage tellement important avec les Européens et d'autres constructeurs américains que, peut-être que Tesla est un petit peu en retrait par rapport aux Chinois aujourd'hui, mais vraiment, ça ne se joue à pas grand-chose, mais que le décalage est très important. Donc, en matière d'IA, on se rend compte que ça évolue tellement de façon exponentielle que pendant que les progrès, on va dire, explosent de 300, 400, 500% par an. C'est-à-dire que si vous vous arrêtez d'investir pendant 1 an, vous êtes 5 fois en retard par rapport à vos concurrents. Ouais. D'accord ? Donc, effectivement, aujourd'hui, peut-être que vous avez un décalage entre les Chinois et Tesla, et encore que, mais le décalage, par contre, s'accroît avec les constructeurs historiques. Et ça, c'est un vrai sujet pour les constructeurs historiques. Oui, ça, c'est plus cet aspect-là pour l'instant, même s'il y a effectivement de plus en plus de voitures électriques de la part de… C'est le sujet du SDV. C'est vraiment le fait de dire, le software est le cœur du véhicule et que les constructeurs doivent devenir des boîtes de tech, doivent devenir des développeurs software et donc ils doivent changer de métier. Et donc ça fait longtemps qu'ils, je pense, l'ont en tête, que ce sont des virages extrêmement difficiles à faire. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est possible de transformer à ce point une entreprise. Peut-être que c'est mieux de repartir de zéro, ce qu'a essayé de faire, je pense, Renault avec Ampère, ce qu'a fait par exemple Air France. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas devenir une boîte low cost, ils ont créé une filiale low cost. Et donc, je pense que c'est un vrai sujet. Mais c'est vrai que il y a un décalage en matière technologique et qu'il faut aujourd'hui bien comprendre que le sujet, c'est le software dans la voiture. Il faut se concentrer là-dessus. Le cybercab et tous ces sujets-là, je pense que Elon Musk a investi beaucoup de temps et d'énergie et de moyens financiers sur ce sujet-là, ce qui peut expliquer une partie du retard sur le produit. Par exemple, le modèle Y a été renouvelé, mais il n'est pas en 800 volts, là où les Chinois sont en 800 volts, où les Coréens sont en partie en 800 volts, etc. Faire des choix, on ne peut pas non plus investir partout. C'est ça, il s'est construit sur le software. Donc, c'est aujourd'hui peut-être effectivement ça crée un décalage, mais c'est peut-être pour être plus performant demain. Et justement sur ce cybercab, je voulais vous entendre aussi. Forcément, ça crée pas mal d'attentes. On verra le timing. Même Elon Musk, elle a dit 2026, peut-être qu'on sera en retard. Voilà, on a compris que ce n'était pas forcément à la limite à 6 mois près, ce n'était pas forcément ça le sujet. Qu'est-ce que ça peut apporter pour compléter la gamme Tesla? Parce que là, on est sur une logique totalement différente. Parfois, on reproche à Tesla d'avoir une gamme un peu trop restreinte. Là, on va proposer autre chose, mais alors complètement différent. C'est aussi assez risqué. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper de sujet. Le cybercab, ce n'est pas pour tout de suite. Et puis ce ne sera pas la voiture du particulier. Voilà, tout à fait. Ce n'est pas pour tout de suite. Je pense que le fait qu'il dévoile un véhicule sans volant ni pédale, c'est quand même quelque chose d'assez perturbant, mais assez révélateur de ce qui va se passer dans les toutes prochaines années. Mais le vrai sujet, selon moi, c'est que la technologie qu'il développe pour le cybercab est une technologie qui est applicable aux 10 millions de Tesla qui circulent. Ça veut dire que vous avez potentiellement 10 millions de véhicules autonomes qui peuvent devenir autonomes avec juste un update du software dans 6 mois, 1 an. Et ça veut dire que ça révolutionne la façon dont chaque propriétaire de Tesla va gérer son véhicule et donc la façon dont finalement la mobilité évolue. Donc Cybercab, c'est symbolique, il va falloir en produire beaucoup, ça va être beaucoup aux États-Unis avant d'arriver en Europe, etc. Mais quid de la technologie qui permet de faire que le Cybercab est opérationnel, quid de son application et quid de l'impact de son application en un update de software dans les 10 millions de voitures qui sont sur nos routes. C'est ça le vrai sujet. Ça veut dire que
cet upgrade et cette avancée en matière de software peut avoir des conséquences assez rapides finalement. C'est-à-dire que le cybercab, même s'il est lointain, les conséquences peuvent être assez rapides. Et je pense qu'il s'est beaucoup concentré là-dessus. Et donc cette logique de mise à jour, là on peut se l'imaginer même sur voilà, une Tesla achetée il y a 3, 4, 5 ans. Là, mais 95%, c'est la logique du SDV justement. 95% des véhicules Tesla ont un software et un hardware, puisqu'il faut... Apple disait, Steve Jobs disait pas de bon software sans bon hardware, donc le hardware est quand même clé aujourd'hui. Hein. Et donc 95% des véhicules Tesla aujourd'hui disposent d'un software et d'un hardware qui permet de basculer sur le véhicule autonome et si le software effectivement est mis à jour. Eh bien, ce sera un sujet passionnant à suivre, évidemment, et puis on vous réinvitera à ce moment-là. Écoutez, c'est toujours très intéressant avec plaisir. de parler de ce petit constructeur américain qui fait un peu la une de temps en temps. Parmi les 10 premières Valo au monde quand même. Hein. Quand même, voilà, c'est ça, même malgré la baisse, effectivement. Ouais, on est d'accord. Merci à vous, Romain Stutzman, merci d'être venu sur le plateau de Mobility TV et on se retrouve très vite. Merci à vous.